Donc, V-Club, si ça continue comme ça, V-Club se verra être retiré la licence CAF et ne participera pas à la compétition africaine de la saison prochaine. Comme de nombreuses activités, le sport possède un droit qui lui est spécifique. Monsieur, dames, c'est le sujet de ces nouvelles entretiens sur Ecopolis Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir un éminent expert dans ces domaines qui va élucider bien sûr sur cette question épineuse du droit des sports ou le droit des sportifs. Monsieur, dames, restez avec nous parce que c'est un sujet à l'heure où on va réfléchir et avoir de la matière. Et restez nos fidèles. Maître Fiston Mwangué est notre invité. Une thématique à l'image d'une question brûlante, le sport de la République démocratique du Congo, sa structuration. Nous avons le plaisir de recevoir ici, sur ces plateaux pour ce nouvel entretien, Maître Fiston Mwangué qui nous fait l'amitié d'être là. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, mon très cher Wipatay. Très en forme. Ben oui, en forme. Voilà, avec vous, on va parler de cette question de sport, mais surtout le droit des sportifs, le droit des sports. Comme de nombreuses autres activités, les sports possèdent un droit qui lui est spécifique. Maître, en quelques lignes, expliquez-nous un peu ça. Oui, le droit, ce sont des prérogatives qui reviennent à tout le monde. Et sur le plan professionnel, tel que dans le sport, parce qu'on est en train d'attaquer la question sportive, c'est un domaine où il y a des répondants, où il y a des employés et des employeurs, il y a des collaborations. Et dans tout ça, tout cela est régi par des questions de droit, parce qu'il y a des devoirs ainsi que des obligations. Et là où il y a des obligations et des devoirs, nous parlons déjà du droit. Donc voilà que les sports n'est pas aussi un domaine étrange dans lesquels nous ne pouvons pas évoquer le droit. Le droit est partout. Nous vivons avec le droit, nous nous rêvons avec le droit. Donc dans tout ce que nous faisons, tant qu'il y a des devoirs et des obligations, nous parlons déjà question de droit. Le droit, il est vaste, mais il y a des lois qui font en sorte que le droit soit dit. En RDC, nous avons cette problématique de l'applicabilité des différentes lois. Et dans les sports, nous en avons aussi. Quels sont les cas que vous avez déjà rencontrés où vous devriez dire le droit comme il se doit? Voilà, comme vous venez de l'évoquer, vous venez de le dire que le droit est très complexe, surtout dans le domaine du sport. Oui. C'est vrai que chez nous, il y a beaucoup des aspects ou beaucoup des angles qui ne sont pas vraiment abordés. Je donnerai l'exemple le droit à l'image. C'est pas abordé dans le sport congolais. Où vous allez, je donnerai un exemple pour aller dans des exemples concrets pour que les gens nous comprennent un peu. Je donne l'exemple lors d'un engagement d'un joueur à un club. Il n'y a pas que le salaire qui se discute. Il n'y a pas que des primes à la signature qui se discutent. Il y a aussi le droit à l'image qui se discute aussi. Vous allez vous rappeler de la polémique autour d'Mbappé et Real, discuter autour de... Le droit à l'image qui devait revenir au club et à Mbappé aussi. Exactement. Déjà, le droit à l'image est trop appliqué quand le sport est industrialisé. Chez nous, le sport n'est pas industrialisé. C'est très difficile de voir que quelqu'un réclame ou l'exécution de droit à l'image. Mais ça peut toujours aussi s'exécuter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est régi, avant que vous ne continuiez, petite parenthèse, c'est régi dans la loi sportive? Oui, c'est régi dans... Moi, j'ai vraiment beaucoup du mal à parler de la loi sportive congolaise. Parce que c'est une loi que nous-mêmes, nous avons voulu étouffer. Parce que les acteurs qui sont censés appliquer cette loi-là ne prennent pas en compte les dispositions.
Je donne l'exemple comme dans le football et je préfère mieux me référer beaucoup plus sur des règlements FIFA. Parce que quand on se réfère à la législation internationale d'une structure à laquelle nous sommes affiliés, nous avons adhéré, et je pense que ça prend la primauté sur d'autres textes. Alors, on revient à vous parler de droit à l'image. Voilà. Je disais que même dans notre pays, même dans le droit à l'image peut s'exécuter. C'est tout simplement que les gens n'y prêtent pas attention. Je parlerai quand vous êtes engagé à un club et que ce club-là a un sponsor. Et il y a le droit à l'image des athlètes aussi qui fait partie. Et c'est trop souvent, vous allez remarquer, chose que les gens ne remarquent pas, quand des clubs veulent faire des promotions de leurs partenaires, ils les font toujours avec 6 joueurs. Quand il faut photographier des affiches, c'est toujours 6 joueurs. Ça, on appelle ça le droit à l'image collectif. Mais quand c'est un seul joueur qui est choisi pour faire la promotion, ça devient le droit à l'image individuelle. Il doit négocier ses droits. Mais je pense que chez nous, ça s'est déjà fait avec d'autres partenaires qui se sont alliés à certains clubs. Mais cela n'a jamais été discuté. La pièce motrice pour essayer de bien suivre cette loi et aussi de dire le droit en ce qui concerne le joueur, c'est la fédération. On a vu la révisitation des textes. Est-ce qu'aujourd'hui, les textes de cette fédération sont adaptés à la situation actuelle de la modernisation des athlètes? Nous voulons parler de la FECOFA. Ah, ok. Parce que quand on parle de la fédération, nous sommes dans le sport, il y a plusieurs fédérations. Je parle de la FECOFA. Alors, j'ai eu la chance de participer à l'Assemblée générale de l'UFC, dont j'ai vraiment entendu aussi un syndicaliste. L'UFC, ce sont des syndicalistes, parler sur la question des textes. Je parle de M. Dodo Landou, qui avait bien souligné que nous avons un retard de plus d'une vingtaine d'années. Donc, le ERGS a été mis en place depuis 2003. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été révisé pour être mis à jour par rapport aux actualités du règlement FIFA. Donc, je dirais qu'un retard de 2 décennies, c'est pratiquement tuer toute une institution. Parce que quand des décisions se prennent hors texte d'actualité, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans ces domaines-là. C'est la raison pour laquelle je venais de dire ici, quand moi j'assiste un client, je vais tout droit dans le règlement de FIFA au lieu de me référer à notre RGS, parce que notre RGS ne parle pas tout ce qui peut se parler dans tout ce qui est règlement dans le domaine du football. Je donnerai un exemple très crucial. Aujourd'hui, le droit de l'enfant n'est pas un droit à badiner avec. Et vous allez vous rendre compte que dans notre RGS, le droit de l'enfant dans le foot n'est pas pris en compte. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs enfants être enregistrés sans pour autant se faire accompagner d'une autorisation parentale. Et cet enfant-là, on parle d'un enfant, c'est un être de moins de 18 ans. Et il est enregistré et homologué, alors que sous d'autres cieux, cela ne peut pas se faire. Ce sont quelques aspects que je suis en train de ramasser. Tout à l'heure, là, après la dernière Assemblée générale de la FIFA, on a revisité le règlement sur le transfert de joueurs. On a mis en avant maintenant le droit sur le droit de la femme, le droit des joueuses dans ces règlements-là. Mais si on veut revenir dans le contexte congolais, donc, et les enfants et les femmes seront privés de leurs droits si seulement on s'est concentré à notre RGS. Raison pour laquelle, je l'ai dit, moi, si je veux parler du règlement dans le football, je ne me réfère plus jamais à notre RGS parce qu'il faudra se mettre à jour. Nous dépendons de la FIFA. Nous sommes membres de la FIFA. La fédération est membre de la FIFA. Et donc, c'est tout à fait légitime que nous puissions nous référer au règlement de la FIFA qu'aux textes morts qui sont
notre RGS. Oui, d'ailleurs, je signale qu'il y aura un atelier de revisitation de plus de 300 articles de ces RGS. On espère qu'il y aura une vraie mise à jour là-dessus. Il convient d'ailleurs de signaler que le droit du sport inclut les sportifs qui ont des employeurs. Quelle est la base là-dessus? Voilà. Un sportif, vis-à-vis de son employeur, comme vous, journaliste... On va rester dans le carré footballeur surtout d'abord. Bon, voilà, parce que le football reste le sport roi, les gens se réfèrent beaucoup plus là. Comme vous, journaliste, je disais, vis-à-vis de votre employeur, la base, c'est le contrat. La base, c'est les contrats. Alors, tout y est dans le contrat. Tout ce qui vous animera sera régi par le contrat. Voilà la base. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5 choses. C'est le contrat qui est la base de tout. Okay. Le contrat a deux clauses, a des indications. Voilà. Il y a une obligation à respecter entre les deux entités, les deux partenaires. Comment ça se fait en fait? Avant que nous puissions évoquer les contentieux sportifs. Comment ça se fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de contrat d'une manière vague en RDC. Mais souvent, on a des problèmes de non-respect de contrat en RDC. C'est devenu, voilà, à tout moment, on l'attend. Mais voilà, souvent, ce sont deux clubs avec deux joueurs. Mais comment ça se passe d'abord sur ces terrains-là? Alors, sur le terrain, après consentement de deux parties de s'engager pour autant de saisons que cela pourra se faire, alors l'employeur propose un contrat. Un club propose un contrat aux joueurs et les joueurs prennent le contrat. Majeur qu'il est, il prend le temps qu'il pourra prendre avec le contrat. Il accepte les clauses, il accepte tout ce qui est prescrit dans le contrat. Il se donne le luxe de signer et l'engagement, l'exécution du contrat commence. Est-ce qu'il lise, le joueur congolais, lise vraiment les contrats? C'est ça le plus grand problème dans le football congolais. Le plus grand problème est que je condamne les joueurs, je condamne parfois aussi les dirigeants. Je commence avec les joueurs. Aujourd'hui, nous le savons tous que la plupart des joueurs n'ont pas un niveau de bagage évolué. Là, ce n'est pas vraiment une manière de dénigrer qu'on sort, parce que nous savons tous que quand le joueur se concentre beaucoup plus à leur jeu, à leur profession, il est très difficile de le voir annexer à côté les études. C'est comme j'ai suivi l'émission de votre confrère qui avait reçu Matoumo Naroum. Roum expliquait qu'il avait arrêté ses études en 3e des humanités. Et sa mère avait compris que c'était plus possible de lui ramener à l'école. Il a ramené Roum dans un centre d'apprentissage de métiers de mécanique. Mais après, comme c'était à côté d'un terrain de foot, c'est comme s'il avait livré encore son fils vers le foot. Son talent a fait ce qu'il puisse devenir ce qu'il est devenu, mais derrière, il explique même que à chaque fois qu'il était consulté et que par quelqu'un qui parlait avec lui en français, c'était très difficile pour lui de s'en sortir parce qu'il avait du mal à comprendre. Le français ne veut pas dire intellectuel et tout et consort, mais c'est une langue officielle qui permet quand même, nous l'apprenons pendant notre instruction scolaire, ça permet quand même que nous puissions communiquer. Ça lui a même causé préjudice quand il est arrivé en Belgique, au moment où il a été victime des propos racistes venant de son président. C'était une autre personne qui avait alerté les médias et lui avait appris ça un bon matin. Donc, c'est-à-dire que nos athlètes, la plupart, la majorité, je dirais, n'ont pas eu le temps d'être instruits sur le plan scolaire. Alors, c'est là les handicaps à ne pas avoir la possibilité de bien prendre connaissance de leur contrat. Mais ils peuvent faire recours aux managers ou aux avocats pour être accompagnés afin d'avoir une image un peu plus claire sur leur C'est là où je le condamne. C'est là où je le condamne parce que quand déjà on est conscient de son côté faible, mais pourquoi pas se faire accompagner? C'est ça. Parce qu'un contrat, c'est tout un engagement. Dès que vous le signez,
on se rend compte que vous êtes majeur d'âge et que vous l'avez fait avec toute conscience et en bonne et due forme, on prend ça en compte. Et maintenant, le problème est que quand ils se rendent compte de certaines choses en cours de chemin de leur contrat, quand ils commencent à vouloir se comporter autrement, c'est quand on les rappelle à l'ordre par rapport aux clauses du contrat, c'est quand les choses tournent très mal. Alors, là où je les condamne, c'est tout simplement que les joueurs savent que ces contrats, je ne comprends absolument rien de tout ce qui est écrit. Plus fort encore les autres qui les signent à l'étranger, où ça s'écrit en anglais, en portugais, en arabe. Ils se donnent quand même le luxe de signer sans savoir ce qui est prescrit dans les contrats. Alors, ils se mettent eux-mêmes sur un point où ils ne sauront pas revenir. Là où je condamne les dirigeants des clubs, surtout les dirigeants des clubs congolais, c'est tout simplement parce qu'ils se retrouvent en face des gens qui ne sont pas sérieusement instruits sur le plan scolaire. Ils profitent de cet état. Ils profitent de cet état. Ils savent qu'en face de moi, c'est un jeune qui n'a pas un bagage. Mais je profite de lui, de cet état. On lui fait signer un contrat, tout simplement parce que vous savez que notre sport est ce qu'il est, surtout le football. Un jeune qui jouait les Pefkin, pétri de talent, il marque, il explose pendant la saison. Il est approché par un grand club, vers club DCMP, Mazembe, Lupopo. Jamais ce joueur-là n'avait un salaire. Depuis qu'il a commencé à jouer au foot, il n'a jamais touché peut-être même 500 $ du coup. On lui propose une prime à la signature de 10 000 $, un salaire de 1 500 $. Pensez-vous que ces jeunes-là, dès qu'on lui présente un contrat, ces jeunes-là peuvent avoir des réflexes d'aller présenter ces contrats à un avocat ou quelqu'un qui peut l'aider à bien analyser les contrats et déceler des pièges dans ces contrats-là? Maître, si on vous entend parler, certainement les joueurs sont marginalisés. Qu'est-ce que la loi prévoit en cas de ces préjudices? Si aujourd'hui, le joueur est roulé, il n'a pas bien compris son contrat, mais quand même, il a signé, ou soit il sera seulement, tout simplement, rattrapé par le droit, l'erreur sera consommée. Non. La loi prévoit que les contrats qui est signé, s'il a été consenti. S'il a été consenti. Mais imaginez que... Non, je donne un exemple. Un jeune se présente devant 10 000 $. On lui dit, mais tu peux avoir quelqu'un qui peut t'aider à signer. Non, je peux signer. Il a consenti. Et là, tout ce qui est dedans, il a consenti. C'est ça. C'est ça le problème. On a vu, certainement, vous l'avez dit, par consentement. On a vu le cas de, comment il s'appelle, ces joueurs, Kinzumbi qui a eu des problèmes à un moment avec Mazembe, qui réclamait tout haut que son contrat avait déjà pris fin. Et puis ce que Mazembe lui aurait proposé et ce que Mazembe réclame actuellement, c'est tout à fait opposé. Comment vous expliquez ça? Mais comment Kinzumbi s'est-il encore retrouvé auprès de Mazembe en train de jouer? Il continue à jouer. Oui, c'est ça le problème. Le plus grand problème, c'est que les jeunes ne veulent pas se faire accompagner. Les athlètes ne veulent pas se faire accompagner. Pour ces cas d'espèce, j'aurais du mal à donner mon point de vue. J'aurais du mal à commenter sur ces cas-là parce que je n'ai même pas vu le contrat en question. Et c'est lui qui est en train de faire ses déclarations. Et au moment où ça ne va plus, chacun tire la couverture de son côté. Il est très difficile maintenant, parce que je n'étais pas, et je ne le suis pas, avocat du joueur. Je ne sais pas ce qui a été prescrit dans le contrat. Et nous apprenons tous par de voies médiatiques qu'il y a un conflit de travail entre un joueur et un club. Alors, nous suivons tous. Et bien après, le joueur a repris son travail dans le même club. Et qui croire maintenant à ce point-là? C'est la raison pour laquelle on a toujours conseillé aux jeunes de pouvoir avoir quelqu'un pour l'accompagner afin de savoir qu'est-ce qui est lié de son engagement entre lui et son club à travers le contrat.
Oui. Donc, c'est l'une des raisons que vous nous avez vu mettre en place cette association qu'on appelle Sport Sans Frontières, qui a l'objectif de faire la promotion d'abord des talents ainsi que de défendre des droits sportifs. Maître, quand est-ce que vous intervenez? Parce que la fédération est là, l'œil des athlètes. La signature de contrat, il y a tout un, il y a tout un carré que le club doit respecter vis-à-vis des joueurs. Tout est déjà bien établi. Quand il y a contentieux, c'est la fédération d'abord qui est interpellée, qui intervient, ou c'est auprès de vous que les athlètes doivent venir pour essayer de réclamer une situation quand ça ne va pas? Voilà. Chaque situation peut, nous, on peut nous voir en amont ou en aval. En amont, c'est quand le joueur... Vous avez un contrat aussi avec... Voilà, quand un joueur est géré, quand il est géré juridiquement, et qu'avant de signer son contrat, avant de s'engager en amont, nous prenons connaissance du contrat, de la proposition du contrat, nous échangeons, nous discutons avec son employeur et nous savons qu'est-ce que ce contrat-là réunit. Et en aval, nous savons tous, à chaque pas, qu'est-ce qui s'est passé pour voir comment est-ce qu'on pourra trouver solution en cas de conflit. On peut aussi nous voir en aval, c'est-à-dire que le contrat a été signé sans que nous soyons là, et qu'au moment où il y a un problème, un conflit de travail qui entre en danse entre les deux parties, on vient nous voir. C'est en ce moment-là que nous prenons aussi les travaux et nous saisissons les instances compétentes. Aujourd'hui, c'est devenu le problème de la RDC. Les différents clubs ont toujours des problèmes, soit avec deux joueurs et soit même avec leurs employés. Notamment, on a vu V Club avec Yves Bailunga qui était d'abord joueur et puis devenu manager dans cette équipe. Ils étaient à couteau tiré. Aujourd'hui, Diba a accusé l'Est V Club. Ça fait 2 ans presque que le dossier n'a pas trouvé son dénouement. Comment le club continue dans ces histoires qui leur plaisent? Comment vous expliquez cette situation, vous étant maître? Cependant, V Club pourrait être frappé. Amadou Diaby qui vient et puis le joueur continue à être transféré dans V Club. V Club ne pourra pas être frappé. V Club est déjà frappé. Pour cause, V Club n'a pas recruté pendant le mercato hivernal. Mais on voit Amadou Diaby faire un recrutement de joueurs qui vont rejoindre l'Est V Club. Oui. Il peut s'engager avec un joueur, mais il n'a pas enregistré le joueur. Et si ça continue, que cette situation ne trouve pas solution entre V Club et Diba, nous voyons tous publier dans des réseaux sociaux les décisions du TAS et notification de la fédération par la FIFA. V Club sera retiré de la licence CAF et ne jouera pas la Coupe de la Confédération. Pareil, ce qui est arrivé à DCMP, à la veille juste de s'engager à la compétition africaine de la Coupe de la Confédération, DCMP s'est vu d'être retiré la licence CAF pour ne pas jouer, pour ne pas participer, tout simplement parce que DCMP avait des problèmes et avait déjà des décisions qui tombaient sur lui venant de la FIFA. C'est ça la conséquence. Donc, V Club, si ça continue comme ça, V Club se verra être retiré la licence CAF et ne participera pas à la compétition africaine de la saison prochaine. Donc voilà la conséquence. Ça devient récurrent quand vous analysez cette situation. Parce que la FECOFA, qui est l'organe fêtier de ce football, l'admet, parce que j'ai lu les différentes correspondances, la FECOFA a été alertée sur cette situation, mais elle n'a pas fait fi. Et d'ailleurs, elle a été condamnée de payer une amende, mais malheureusement, la FECOFA n'interpelle pas V Club pour que V Club soit dans l'ordre afin que cette formation ne puisse pas être sanctionnée. Non, je ne pense pas que la fédération n'interpelle pas V Club. Là, nous devons faire très attention parce que la fédération, je ne pense pas que la fédération doit publier toutes les correspondances qu'elle adresse à ses sociétaires. Donc, comme c'est la FIFA qui a notifié à la fédération la sanction des V-Club, je pense que V-Club est déjà bien informé à travers cette correspondance et que la fédération aussi l'a déjà saisi. Mais
ce que nous devons attendre, parce que cette sanction-là est arrivée pendant à la mi-saison, pour vous dire que la fédération a quand même exécuté la décision, parce que V-Club était interdit de recruter. Et V-Club n'a pas recruté parce que la fédération ne pouvait pas faire passer des dossiers de V-Club. Et maintenant, la saison prochaine, nous allons voir maintenant l'attitude de la fédération vis-à-vis des V-Club pour savoir si réellement la fédération est en train d'exécuter la décision de la FIFA ou pas. Voilà là où vraiment vous pouvez reprocher à la fédération. Oui. C'est au moment de la saison prochaine, parce que V-Club a été sanctionné au mois d'octobre. Oui. Déjà, la première conséquence, V-Club n'a pas recruté malgré son recrutement pas réussi au début de la saison. V-Club a eu du mal de recruter à la mi-saison, tout simplement parce qu'il était sanctionné par la FIFA. Et nous allons voir maintenant cette attitude avant de s'engager pour la saison prochaine. Pensez-vous aujourd'hui que votre métier d'avocat, surtout pour le droit sportif, est un métier qui n'a pas encore pris de l'ampleur en RDC parce que le club ne voit pas l'importance ou parce que les joueurs ne savent pas en réalité qu'ils sont des institutions aujourd'hui? Voilà, notre métier d'avocat dans le droit du sport, si je dois aller dans le sens de votre question, c'est tout simplement la première des choses, c'est que notre sport n'est pas industrialisé. C'est ça la première difficulté. Notre sport n'est pas industrialisé, raison pour laquelle les gens ne voient pas intérêt de recourir aux experts de droit pour essayer de voir comment organiser la chose sur le plan juridique. Quoi qu'ils sont rattrapés par ce qu'ils refusent. Exactement, parce qu'ils se disent que depuis que nous avons, s'il faut encore aller voir un avocat, ça peut nous prendre, tant mieux d'aller comme ça. Et ils se disent peut-être que ce qui va le rattraper, ils verront comment résoudre la question. Mais aussi, ça ne veut pas dire que parce que notre sport n'est pas industrialisé, qu'il faut embrasser toute chose de cette manière-là. C'est là où j'ai dit aussi que les acteurs sont aussi pour quelque chose dans cette situation. Parce que pourquoi est-ce qu'ils viennent nous voir quand il y a des problèmes qui naissent? Pourquoi est-ce qu'ils viennent nous voir alors qu'on pouvait éviter ces problèmes-là depuis en amont? Donc, je dirais que c'est aussi une situation culturelle. Et j'ai pas ricoché, je ne suis pas vraiment permis de vous poser des questions, mais je vous interpelle. Est-ce qu'avez-vous un avocat conseil pour tout ce que vous faites dans votre vie, un avocat de famille, soit un avocat qui vous suit sur le plan professionnel? Avez-vous cet avocat-là? On garde la parenthèse. Voilà, ça reste une situation culturelle. Ça reste une situation culturelle. Exactement. Nous vivons dans un monde où nous ne savons pas ce qui peut nous arriver, alors qu'un avocat, c'est comme un médecin. Vous devez en avoir quelqu'un avec qui vous pouvez toujours commencer à discuter sur votre vie quotidienne, dans n'importe quel engagement que vous prenez, dans n'importe quel projet que vous voulez mettre en place. Pour avoir de garde-fous. Pour avoir des garde-fous sur le plan juridique, parce que le droit est dans tout et partout. Et c'est comme un médecin que vous consulterez chaque moment pour que vous puissiez maintenir votre corps en bonne santé. Voilà maintenant le rôle d'un avocat dans n'importe quel domaine et dans le sport particulièrement. Que ce soit pour le club, que ce soit pour les athlètes, toutes les personnes physiques et morales doivent normalement se faire accompagner par un avocat ou un conseiller juridique pour prévenir. On va revenir un tout petit peu sur le transfert. Qu'est-ce qu'il advient quand un joueur n'a pas vraiment bien maîtrisé son contrat, soit s'il n'a pas vu son contrat après avoir déjà joué dans un club, il a peut-être un contrat verbal? Ah, là c'est un autre cas d'espèce. Un joueur qui a signé un contrat en bonne et due forme, normalement... Qui n'a pas la copie de ce contrat. Normalement, ce qui dit la loi, chaque partie doit avoir la copie du contrat. Et un joueur qui signe un contrat, qui commence même à exécuter le travail pour lequel il est engagé et qu'il n'a jamais eu la copie de son contrat, après avoir constaté, après avoir demandé plusieurs fois qu'on ne l'a jamais communiqué cette copie de contrat, mais c'est une cause de résiliation de contrat. Ça peut entraîner la résiliation de contrat parce qu'on est en train de lui cacher les informations qui sont dans le contrat, lui poussant
jusqu'à commettre un forfait qui est contraire au prescrit du contrat pour être sanctionné. Alors que quand quelqu'un a son contrat, c'est pour prendre les informations et se conformer par rapport au contrat pour exécuter le travail pour lequel il est engagé. Donc, c'est très récurrent dans le football congolais. Oui, oui. Ça, c'est vraiment très récurrent. Moi-même, comme avocat conseil de plusieurs joueurs, tout le temps, nous écrivons au club de nous communiquer les contrats du joueur. Le joueur a déjà signé un contrat, mais pourquoi ne pas lui communiquer les contrats? Et encore plus grave encore, il est établi que quand vous signez un contrat quand un joueur s'engage avec un club, que les contrats soient communiqués et à la ligue et à la fédération. Mais plusieurs clubs, la majorité, je dirais, ne communiquent pas les contrats qu'ils ont avec certains joueurs, ni à la ligue, ni à la fédération. Donc, ce sont des causes qui peuvent amener à la rupture du contrat. Aujourd'hui, vous avez parlé que vous ne faisiez attention plus qu'à la loi internationale. En Ligue nationale de football, je ne vais pas citer une équipe, on a vu un joueur qui pourrait être mineur, mais il joue quand même dans cette équipe. Comment la transaction s'est faite? C'est juste un contrat verbal, sans mettre le base, sans signer pour ne pas être rattrapé par la FIFA par la suite pour transfert de mineurs? Ou comment est-ce que les choses se font à ces niveaux? Pour un cas des mineurs, c'est comme je viens de le dire, raison pour laquelle j'ai dit que je ne me confie pas à la RGS, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de déficits dans le règlement. Pour ce qui est des cas des mineurs, la première des choses, le catalyseur dans un transfert des mineurs, sont ses parents. Si les parents ne sont pas d'accord avec les contrats ou l'engagement de leur enfant dans un club, ces transferts ne s'établira jamais. Et quand les parents sont d'accord, les parents doivent produire ce que nous appelons l'autorisation parentale. Et cette autorisation parentale doit être notariée. C'est sur base de cette autorisation parentale que les clubs peuvent maintenant échanger sur la question du transfert pour que le joueur soit enregistré et affilié. Et au niveau de l'affiliation, il est obligatoire d'obliger l'autorisation parentale avant que les joueurs soient affiliés. Et alors, c'est comme je l'ai dit, cette question d'affilier un mineur sans autorisation parentale peut faire aussi objet de perte des points d'un club. Parce que c'est une utilisation abusive. On ne parle pas de ça. Alors que ce qui est très normal, un mineur ne peut pas être enregistré et utilisé tant qu'il n'est pas accompagné de son autorisation parentale. Alors, pour ceux qui traitent ces genres de cas à la Ligue ou dans d'autres instances du football, je pense qu'il est grand temps qu'ils puissent se mettre à niveau de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit pour l'utilisation des mineurs dans le secteur du sport. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les différents problèmes liés au sport sont uniquement gérés par les institutions sportives dont vous êtes, ou on peut faire appel à d'autres institutions publiques pour venir gérer les différents contentieux, notamment le cas pédocriminalité? Voilà. Pour cette question, vraiment, je pense que on a manqué, on a passé beaucoup de temps sans pour autant peut-être évoquer ces cas. C'est vraiment une situation que les gens doivent savoir que les sports se règlent avec des règlements et ça ne se règle que devant les instances sportives. Mais il y a des cas, tels que les cas de pédocriminalité que vous venez de citer, ce sont des cas extra-sportifs. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu avoir ce sont des cas extra-sportifs qui doivent être déférés devant le procureur. Sur le plan administratif,
dans le domaine du sport, tout se règle sur le plan administratif. Et les sanctions arrivent, ce sont des suspensions, des radiations, mais pour des cas qui sont jugés des cas infractionnels, sont des cas à ramener devant le procureur pour que le droit soit dit. Alors, maître, on est en train de finir cette dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place pour interpeller tous les sportifs afin de mieux connaître leurs droits, afin qu'ils ne soient pas dupés? Alors, nous avons mis en place notre association qui s'appelle Sport sans frontières. Oui. Cette association, pour son aspect de protection des droits sportifs, nous accompagnons les sportifs sur le plan juridique. Premièrement, nous les instruisons ou nous les sensibilisons sur la question des connaissances de leurs droits. Donc le droit qui est très basique pour un sportif qui doit s'engager à un club, qui doit savoir qu'avant de s'engager, ça doit s'engager moyennant un contrat. Nous les sensibilisons sur la question d'avoir l'accompagnement d'un acteur qui maîtrise la question juridique, oui, oui, afin de les accompagner dans la signature de leur contrat, ainsi que dans n'importe quel acte qu'ils souhaiteraient poser, pour que ces actes-là soient jugés conformes au règlement, conformes aux lois. Donc c'est vraiment le travail, vraiment le cheval de bataille que nous sommes donnés pour essayer un peu de sensibiliser et des clubs et des joueurs et des instances sur la question de respect des droits sportifs. Parce que tant que le droit sportif n'est pas respecté, ça déchire. C'est une question qui va déchirer la société et il y aura beaucoup de problèmes qui vont se répéter. Et c'est comme certains cas qu'on a toujours aussi connus. Je ne citerai pas les noms pour ne pas être indexé du doigt. Il y a des cas aussi de moralité. Il y a des cas de moralité. Je vis un contrat d'un joueur avec un grand club de la place où il est prescrit dans le contrat qu'en cas de prêt, le renouvellement se fait automatiquement, concurremment à la durée des prêts. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? À moins que vous expliquiez en quelques mots. Cette disposition-là dit qu'en cas de prêt, lorsque un joueur est prêté, lorsque le club prête un joueur, le renouvellement de son contrat se fait automatiquement, concurremment à la durée du prêt. Ça ne se fait pas. Nulle part. Oui. Donc, c'est-à-dire le prêt d'un joueur devient un effet suspensif d'un contrat. Et quand tu reviens, on renouvelle. Ça se renouvelle automatiquement, le compteur redémarre. C'est un problème de moralité. Vous avez été contacté là-dessus parce qu'on est en train de finir? Bien sûr, bien sûr. Vous devez statuer? Bien sûr, c'est mon travail. Oui. D'abord, le travail associatif, c'est sans but lucratif. Oui. Parce que nous sommes en train d'aider, nous sommes en train de sensibiliser et nous sommes en train de chercher, de trouver des solutions même à l'amiable. C'est comme c'est ce que j'ai dit, ce sont des problèmes. Là, ce sont des sensibilisations que nous faisons auprès du club. Ce sont des intentions, des mauvaises intentions préméditées. C'est-à-dire, vous prenez un athlète en otage, il devient comme un esclave. Je pense que ces genres de contrats ne peuvent pas être acceptés quand ils sont communiqués au niveau des instances sportives. Est-ce que la fédération est-elle soudoyée par le club pour être passive sur tous ces différents contentieux? C'est ça que les acteurs peuvent maintenant qualifier parce que la fédération est très muette sur certaines questions, surtout des conflits entre clubs et joueurs. Aujourd'hui, la plupart des joueurs, quand ils nous contactent, quand on leur dit qu'on doit saisir des instances sportives, les joueurs nous disent c'est pas utile d'aller là-bas. Si vous pouvez trouver la solution avec les clubs, trouver même une solution à l'amiable pour que nous puissions nous séparer, c'est pas utile de voir les instances sportives parce que
ce sont leurs gens, ils mangent et bouffent ensemble. On ne trouvera jamais des solutions là-bas. C'est ça, ce qui passe dans les têtes des athlètes pour dire que les instances sportives ne prennent pas leur place, ni de confronter les deux parties quand il y a une plainte. Et plus grave encore, nous sommes parmi les fédérations rares qui n'ont pas encore installé la chambre des résolutions des litiges, alors que la FIFA avait déjà donné accès à toute fédération de football d'installer la chambre des résolutions des litiges. C'est là où la situation doit commencer. J'aurais appris avec l'avènement des révisions de RGS, des textes, il sera mis en place la chambre des résolutions des litiges. Mais aussi, il faudra mettre les gens qui sont compétents et qui ont la dignité du travail pour ne pas être taxés, d'être soudoyés, afin que les situations ne peuvent pas voir le jour. Alors, il y a certainement beaucoup à dire. Beaucoup à dire dans ces secteurs. Beaucoup. On n'a même pas épinglé le sponsoring, les partenariats, le droit dans tous ces domaines. Je pense qu'on aura un volume 2 avec Maître Fiston Mwangue pour épingler surtout les partenariats. Là, on va parler des clubs, le droit à l'image de clubs par rapport à l'employeur qui est la fédération et aussi la Ligue nationale de football qui organise le championnat au nom de la fédération. Aujourd'hui, le club pleurniche en disant qu'ils n'ont pas de dû à la fin de chaque championnat. Comment le clause s'effondre? Là, c'est encore une question brûlante qu'on va épingler très prochainement avec Maître Fiston Mwangue. C'est fait un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Très honoré par votre invitation, que je répondrai à chaque moment, ça sera adressé à ma table. Merci à toutes et à tous d'avoir été de notre. C'est la fin de ces nouvelles entretiens. Merci à la grande équipe de Ecopolis qui nous a accompagnés. Merci aussi à vous, nos fidèles qui nous ont suivis depuis quelque part. C'est un nouvel entretien avec vous qui nous suivez. On a hâte de vous inviter ici sur notre plateau et à très bientôt.